Est-ce que tu vas être un bon soumis puis tu vas me donner tout ton argent? Est-ce que cette phrase-là t'a fâché, t'a excité ou t'a insulté? Toutes ces réponses-là sont bonnes, mais certaines vont probablement venir d'une incompréhension de ce qui est vraiment un ou une dominante financière. Parce qu'on entend parler de domination financière et beaucoup vont s'imaginer que c'est seulement une femme sans scrupules qui vide le compte bancaire des hommes désespérés sur Internet. Mais en réalité, c'est pas le vrai visage de l'archétype du ou de la findom, financial dominant. Et oui, cet archétype-là est aussi unisexe que les autres, mais souvent, il ne va pas s'exprimer de la même manière selon la dynamique. Je veux t'expliquer avant tout, c'est quoi la domination financière pour qu'on parte de la même page. La domination financière, c'est avant tout une dynamique où c'est l'argent qui va devenir l'outil d'échange de pouvoir. Un peu comme une corde va devenir l'outil dans le shibari, un collier ou une cage de chasteté va devenir un symbole dans le bondage, l'argent devient le symbole du contrôle. C'est simple comme ça. Est-ce qu'on est clair? Et ce kink-là peut prendre énormément de formes. Je vais vous parler de la plus méconnue en premier, avant que tu scroll away. Puis dans une prochaine série, on va vraiment plonger dans les préjugés des fausses dominantes profiteuses d'Instagram et tout le tralala. Mais aujourd'hui, le but, c'est simplement de savoir si tu peux te reconnaître dans cet archétype. Alors, certains dominants ou dominantes financières vont utiliser cette forme de domination comme un outil de structure. Ils vont gérer un budget, imposer des limites de dépenses, forcer l'autorisation avant certains achats ou aider leurs soumis ou leurs soumises à développer une meilleure discipline financière. Dans ce type de dynamique-là, le contrôle est au service du développement personnel de la personne soumise. Tu peux remarquer un peu le lien avec l'archétype du mommy/daddydom ou du maître et de la maîtresse. On est dans une optique de soin, mais on est toujours dans le contrôle. À l'inverse, d'autres financial doms vont rechercher davantage la sensation de pouvoir par l'humiliation et la dévotion que crée l'échange d'argent. Le plaisir va venir du fait de recevoir de l'argent ou de décider que l'argent va pour leur plaisir personnel au lieu du plaisir personnel de la personne soumise. C'est un peu une forme de denial. Imposer des tributs et des paiements qui n'impliquent pas le plaisir immédiat, qu'il soit sexuel ou autre, vont augmenter le sentiment de mérite pour la personne soumise et va la sortir de la gratification immédiate. Voir le ou la soumise faire un sacrifice financier aussi pour démontrer sa dévotion va apporter une satisfaction immense dans une société où le statut social associé à l'argent est quand même très grand, on va se l'avouer. Dans cette forme-là, on va se lier un petit peu plus à l'archétype de god ou goddess et un peu dans le dom sadique aussi. Aucune de ces approches-là n'est plus vraie que l'autre. Les deux sont de la domination financière. Ce qui change, c'est juste les motivations, les bénéfices recherchés pour les deux partenaires et leur relation personnelle à l'argent, bien évidemment. C'est aussi pour cette raison-là que la domination financière est beaucoup plus accessible qu'on pense et que tu as définitivement le droit de te libérer du jugement pour l'explorer. Être un ou une findom, ça veut pas dire demander des milliers de dollars ou vider le compte en banque de ton partenaire. C'est pas toujours le montant qui compte. C'est la valeur psychologique qu'on va lui donner. Et cette valeur-là va dépendre de la relation que la personne soumise a avec son propre argent. Parfois, là, un café payé avec une intention, un cadeau choisi et exigé par le dominant ou la dominante, un petit tribut chargé de manière symbolique peut créer une dynamique beaucoup plus puissante qu'un énorme virement qui n'aurait aucune signification. Si cet archétype-là vous attire, certaines qualités, par contre, sont particulièrement importantes. D'abord, oui, il faut avoir une bonne discipline financière. On ne peut pas guider quelqu'un dans sa relation à l'argent si on gère mal la sienne. Ensuite, il faut savoir distinguer le fantasme de la réalité. Oui, ce contrôle-là est excitant, mais il faut toujours penser que les conséquences financières sont bien réelles si on le fait mal. Il faut donc faire preuve d'une grande responsabilité. Si vous prenez le contrôle des dépenses d'une personne, même initialement, vos décisions vont avoir un impact sur son logement, ses projets ou sa sécurité financière. C'est pas à prendre à la légère. Finalement, il faut savoir communiquer clairement, ça va être quoi les règles? C'est quoi les achats qui vont demander une permission? C'est quoi le budget maximal qu'on peut demander? Est-ce que les tributs vont être symboliques ou récurrents? Plus les attentes sont claires, plus la dynamique va devenir satisfaisante. Par contre, il y a aussi quelques pièges à éviter. Le premier, c'est de confondre domination et exploitation. Un ou une bonne findom ne cherche pas à mettre quelqu'un dans une situation précaire. Ce serait de l'abus. Le but, c'est de créer une expérience de pouvoir, pas une catastrophe financière. Le deuxième, c'est de transformer la dynamique en simple recherche de profit. Si tout tourne uniquement autour de l'argent, on perd rapidement l'essence du BDSM. Et finalement, attention à toujours vouloir aller plus loin.
C'est probablement la plus grande leçon de cet archétype-là. Alors, est-ce que cet archétype t'intrigue un petit peu plus maintenant? Est-ce que j'ai réussi à mettre juste assez de lumière sur le concept et à défaire au moins un de tes préjugés si t'en avais? Je suis curieuse de vous lire dans les commentaires. Sinon, on se voit dans le prochain archétype qui va être le ou la pleasure dom, ces architectes du plaisir sans fin.